Au nom du programme Expert, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous cette journée qui va être consacrée donc au concept de rétablissement, mais pas seulement au concept, aussi à ses expériences vécues et à ses pratiques. À l'heure où, aujourd'hui en France, le concept de rétablissement prend progressivement toute sa place dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, je pense que mieux connaître son sens, son histoire, ses implications pratiques et ses limites est capital. De fait, en France, la promotion du rétablissement et le déploiement des pratiques orientées rétablissement ont été jusqu'ici essentiellement portés par des professionnels alliés de la cause, et notamment par des psychiatres pionniers. Là, je remonte au tout départ, en fait, dans les années 2010, quand vraiment ça a débuté en France. Ce sont les professionnels du soin qui ont investi dans le rétablissement, qui ont recruté les premiers pères aidants dans leurs services et qui ont diffusé ces pratiques orientées rétablissement auprès de leurs collègues, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Et le rétablissement s'est inscrit progressivement dans le paysage de la psychiatrie et de la santé mentale française. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dénier le fait qu'il y avait des pratiques de père aidance déjà, ou de soutien entre pairs déjà entre les personnes directement concernées, mais là je parle du recrutement des pères aidants et de la diffusion du concept de rétablissement en France au sein du champ de la santé mentale et de la psychiatrie. C'est un peu étonnant parce que historiquement, et à l'origine, le rétablissement est justement le fruit d'abord d'un mouvement social porté par des usagers et des survivants de la psychiatrie. Et également, deuxième chose, c'est également un concept qui est né de l'activité scientifique et des preuves fournies parallèlement au mouvement social, et cela au plus haut niveau international, et là j'ai nommé l'Organisation mondiale de la santé elle-même. C'est beaucoup moins connu, et pourtant c'est important, parce que ça explique le succès du mouvement social du rétablissement en partie. C'est grâce à ce soutien par les preuves scientifiques. Donc comment ça s'est passé originairement? Effectivement, ce sont les personnes directement concernées qui ont constaté qu'elles étaient capables de se rétablir, et cela depuis l'intérieur de leurs propres expériences. Mais ces constats n'ont tout d'abord pas trouvé d'écho auprès du grand public, auprès des professionnels du soin ou des scientifiques. Il y avait peu d'entre eux, c'est-à-dire pas aucun, mais peu d'entre eux qui étaient enclins à croire en la parole des personnes qui attestaient du fait qu'elles se sentaient rétablies, qu'elles se sentaient aller beaucoup mieux et qu'elles étaient sorties de la psychose. Et en fait, les professionnels, le grand public, les scientifiques étaient peu enclins à croire sur la seule parole d'une expérience intime, personnelle, mais aussi et surtout qui était considérée comme subjective. Il y avait donc un doute. Et c'est au début des années 70 qu'un changement véritable s'est opéré. À cette époque, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une étude épidémiologique internationale. On peut le dire autrement, elle a organisé un suivi de cohorte sur 9 pays. Et ce suivi de cohorte portait sur les conséquences de la schizophrénie sur le long terme. Et les résultats ont été publiés et ont commencé à présenter pour la première fois au monde les preuves scientifiques de la possibilité réelle d'un rétablissement total, au sens de guérison médicale, ne plus présenter de symptômes ou de déficits persistants. Ces preuves scientifiques ont aussi montré la possibilité réelle d'un rétablissement partiel, au sens de vivre pleinement une vie qui a du sens à ses yeux, tout en continuant à faire face à certains symptômes seulement et à certains déficits persistants. La distribution des résultats obtenus était grosso modo la suivante. Environ un tiers des personnes de la cohorte se sont totalement rétablies de la schizophrénie. Un tiers des personnes vivent un rétablissement partiel, mais ont une vie de qualité et une vie qui a du sens à leurs yeux, une vie qui vaut le coup de se lever le matin. Et les dernières vivent avec une chronicisation de leur pathologie et malheureusement donc souffrent beaucoup et sur le long terme. Ces résultats, lorsqu'ils ont été commencé à être publiés dans la fin des années 70 et des années 80, ces résultats ont été une véritable onde de choc dans le champ de la psychiatrie de l'époque, qui pensait uniquement la chronicisation dans la souffrance pour les personnes diagnostiquées schizophrènes. Ces résultats scientifiques, parce qu'ils ont apporté des preuves de la possibilité d'un rétablissement, quel que soit le rétablissement, que ce soit un rétablissement au sens médical du terme ou au sens expérientiel du terme, c'est parce qu'il y a eu ces résultats scientifiques
et parce qu'ils ont été corroborés par d'autres études épidémiologiques internationales, qu'on a commencé à prêter l'oreille au mouvement social et international du rétablissement, au mouvement des personnes directement concernées. La position du mouvement social international est sortie de l'entre-soi de ceux qui vivaient l'expérience et a commencé à être écoutée par ceux qui ne vivaient pas cette expérience. Les débats scientifiques internationaux ont quand même, ceci dit, pondéré les résultats de l'OMS, au sens où ils ont discuté la proportion de personnes qui pouvaient se rétablir médicalement et des personnes qui se rétablissaient expérientiellement. Grosso modo, certaines études ont montré qu'il y avait seulement 20% de personnes qui se rétablissaient médicalement, ce qui fait un peu moins qu'effectivement les 30% annoncés par l'étude pilote de l'OMS. Mais ceci dit, et c'est probablement le résultat le plus important, quels que soient les diagnostics de psychose et quelles que soient les études épidémiologiques internationales menées, le fait qu'un nombre important de personnes ne présentent plus de symptômes ou de déficits, ou peu de symptômes et peu de déficits, et retrouver une qualité de vie après 20 ou 30 ans de travail de rétablissement, tout cela n'est plus contesté et admis aussi bien par les personnes qui le vivent directement que scientifiquement. Ça a donc amené un changement profond. On s'est mis à écouter avec beaucoup plus de considération la parole des personnes directement concernées, tant au niveau des professionnels du soin qu'au niveau institutionnel et politique, ou encore au niveau des discours et des actions du mouvement social du rétablissement, qui a trouvé donc une audience beaucoup plus large, beaucoup plus importante qu'il n'avait auparavant. Il était plus possible de douter de la véracité et de la pertinence des témoignages d'un certain nombre de personnes qui estimaient aller mieux, alors qu'elles avaient reçu un diagnostic de psychose plus tôt dans leur vie. Leurs affirmations de rétablissement devenaient vraisemblables, voire même raisonnables. Il était maintenant admis internationalement qu'il est possible pour un certain nombre de personnes de dépasser positivement l'épreuve de la psychose. Un certain nombre de personnes seulement, et malheureusement, bien sûr, mais un certain nombre de personnes néanmoins. Le mouvement social pour le rétablissement est sorti renforcé, légitimé par les résultats des recherches scientifiques. Ça lui a donné de la force dans ses actions, ça a donné du poids à ses revendications, et ça a aussi probablement aidé et amplifié ses productions, parce qu'il y a beaucoup de productions dans le mouvement social du rétablissement. Par exemple, vous avez des autobiographies, des témoignages, quels que soient les supports témoignages, ça peut être de la vidéo, des podcasts, etc. Vous avez toutes les formes de l'outil de gestion anticipée des crises, toutes les formes comprise l'outil plan personnel de rétablissement. Il y a eu de nombreux manuels d'animation et de formation au rétablissement en direction des groupes de pairs. Il y a eu des guides pour cheminer sur son chemin personnel de rétablissement. Il y a eu les guides pour mieux gérer sa médication, les guides pour mieux gérer ses relations avec son psychiatre, des manuels pour envisager de manière raisonnée un possible sevrage médicamenteux très progressif, etc., etc. Donc il y a une quantité d'outils et de possibilités qui ont été travaillées au sein du mouvement du rétablissement et qui ont été diffusées à l'international. Voilà, et donc le mouvement du rétablissement a établi et a mis en place, on va dire, a produit un travail d'une très grande échelle et avec une très grande ampleur. L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, donc c'est la traduction d'articles rédigés par Larry Davidson. Donc Larry Davidson, c'est un professeur de psychiatrie dans l'école de médecine de la prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Mais Larry Davidson, je voudrais le dire tout de suite, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, ce n'est pas seulement un universitaire à la réputation internationale. Larry Davidson, c'est aussi, et en même temps, un usager de la psychiatrie et de la santé mentale. Et il l'est encore aujourd'hui. Davidson a une expérience personnelle des troubles psychiques, dont il a tiré des savoirs expérientiels qui teintent assurément ses activités professionnelles, notamment de recherche. Larry Davidson, c'est une grande œuvre intellectuelle et qui a suivi étroitement l'histoire de son engagement humaniste en faveur du rétablissement dans le champ de la santé mentale aux États-Unis
Et dans le contexte socio-historique de cette époque, c'était les années 70-80, qui se caractérise donc par l'émergence et le déploiement de plusieurs mouvements sociaux internationaux, dont les leaders eux-mêmes sont en situation de handicap ou sont porteurs de troubles. Davidson a participé à cette histoire. Il en a même été un acteur majeur. Il a été au contact, par exemple, et pour ceux qui connaissent, du mouvement social international de la vie autonome. C'est ce mouvement qui a lutté pour obtenir la possibilité pour les personnes en situation de handicap de pouvoir choisir leur vie, de s'autodéterminer et de ne pas être contraintes de vivre en institution si tel n'était pas leur choix. Davidson, lui, il a particulièrement connu et fréquenté le mouvement international des usagers et des survivants de la psychiatrie. Ses amis, Patricia Digan, qui était une personne directement concernée, qui est autrice de l'article fondateur sur le rétablissement, l'expérience vécue de la réhabilitation. Il a aussi comme ami Bill Anthony, qui est un troisième leader du mouvement du rétablissement, qui est un psychologue clinicien en réhabilitation psychosociale et qui est l'auteur du célèbre article Rétablissement, se rétablir de la santé mentale. Ces deux amis ont profondément marqué le mouvement social du rétablissement. Et lui aussi. Davidson a largement puisé dans les réflexions de tous ces mouvements sociaux pour construire sa propre pensée, ses propres productions intellectuelles et, en retour, ses propres travaux intellectuels ont très nettement influencé le mouvement social du rétablissement et l'ont nourri. Une caractéristique originale des écrits de Davidson, c'est qu'en plus de l'appui systématique de sa réflexion sur la littérature scientifique, il s'intéresse systématiquement et il s'appuie systématiquement sur les ressources produites par le mouvement social du rétablissement, et bien plus encore, et ça c'est peut-être le plus important à ses yeux, il s'appuie systématiquement sur l'expérience de vie singulière et subjective des personnes en rétablissement. Et il les cite toujours. La pensée de Davidson a aussi été nourrie par ses études, poussé en philosophie avec une appétence particulière pour l'œuvre d'Edmund Husserl, qui est le père de la phénoménologie. Cet ancrage théorique participe à expliquer pourquoi il s'est autant intéressé à l'expérience vécue de chaque personne et comment cette expérience constitue progressivement, à partir de la naissance, une personne et un soi, un moi. Davidson, c'est en effet un penseur qui tente de rendre compte de l'expérience de la psychose et notamment de l'expérience de ne pas avoir de soi ou de vivre le fait que son soi est disparu. Les travaux de Davidson contribuent largement à décrire et à permettre de comprendre le rétablissement comme une expérience personnelle et comme un parcours de vie. Il a essayé dans plusieurs articles d'en transmettre les tenants et les aboutissants pour soutenir et améliorer les pratiques professionnelles orientées rétablissement. Je voudrais ajouter aussi que l'œuvre intellectuelle de Davidson a également puisé son inspiration dans sa pratique professionnelle comme psychologue clinicien pendant 10 ans, puis comme directeur du programme en faveur du rétablissement et de la santé communautaire au sein de l'université de Yale. Il a également été conseiller senior au niveau de l'État du Connecticut aux USA, dans le département santé mentale et addiction. Il a été directeur et il a été le fondateur du Centre de formation, innovation et santé mentale d'un territoire très large qui comprend plusieurs États des États-Unis. Et il a fini sa carrière comme conseiller rétablissement à la Maison-Blanche sous le mandat de Barack Obama. Ceci étant, l'œuvre de Davidson, c'est bien davantage qu'une simple production intellectuelle. Larry Davidson, c'est aussi un acteur bien ancré sur le terrain. Et l'ampleur de son engagement ne saurait être compris sans prendre en considération son activité professionnelle quotidienne orientée rétablissement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, qu'il s'agisse de son programme de recherche, qu'il s'agisse des formations, du management, du consulting, etc., quelles que soient ses activités, tout a été prétexte et contexte pour favoriser le rétablissement des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale sévères. Par exemple, les activités de recherche ont été menées avec des personnes directement concernées, non seulement parce qu'elles peuvent amener leur savoir expérientiel, mais aussi car toute activité sociale est une opportunité
pour se relier à soi-même, aux autres et à la société. L'inscription dans la vie ordinaire de sa pensée théorique est une orientation forte de Davidson. Cette orientation s'exprime également par le fait que ses publications contiennent toutes des préconisations pour une action orientée rétablissement, et cela généralement pour les professionnels, mais aussi pour les proches et pour les politiques. Voilà, revenons au contexte français. Je regarde l'heure. Les résultats des études épidémiologiques donc sont encore peu connus aujourd'hui en France, tant par les personnes directement concernées que par les professionnels du soin, probablement du fait que leur disponibilité est essentiellement en langue anglaise. Et ce constat vaut également pour toutes les ressources qui ont été créées par le mouvement social du rétablissement, alors que leur nombre est pléthore. Elles aussi, ces ressources sont peu diffusées en France et largement méconnues. Et c'est certainement un manque à combler. L'ouvrage donc Rétablissement a été conçu pour permettre une solide initiation à la perspective du rétablissement telle qu'elle s'est développée dans son contexte originaire des États-Unis, et pour aussi, comme ça, mieux penser son avenir possible, notamment en France. C'est donc cet ouvrage un recueil d'articles qui permet de comprendre le rétablissement dans toutes ses nuances, et aussi d'appréhender sa mise en pratique politique, sa mise en pratique institutionnelle, professionnelle ou encore personnelle. Cet ouvrage, c'est 7 articles. Pour sa mise en accessibilité, parce qu'il s'agit quand même de travaux d'universitaires, il a été pensé d'écrire des petits guides de lecture qui sont des synthèses et des petits commentaires au début de chacun de ces chapitres. Cette partie-là est en italique, c'est la traductrice, donc ma personne, qui a écrit ces introductions pour permettre à chacun, d'abord ceux qui n'aiment pas lire des chapitres entiers, de ne lire qu'une page ou deux, et d'avoir les grandes idées et de comprendre en quoi ça peut être intéressant pour le contexte français. Et pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce type-là de littérature, mais qui ont envie de s'approprier ces contenus, d'avoir des points de repère dès le départ, de connaître les mots-clés pour faciliter la lecture. Voilà. J'espère donc que écoutez, vous allez pouvoir vous régaler en prenant connaissance tout au long de la journée des contenus de cet ouvrage. Je voudrais préciser en dernière instance que, bien sûr, le rétablissement est aujourd'hui critiqué, comme tout ce qui est devenu important et critiqué. Par exemple, il peut être critiqué, on a le fameux mouvement Recovery in the Bin, qui veut dire rétablissement à la poubelle, qui fustige le développement du rétablissement en tant que politique publique, parce que ça devient des déploiements nationaux dans un certain nombre de pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie. Il y a aussi la critique du rétablissement comme orientation des pratiques professionnelles, au sens où les personnes directement concernées estiment souvent et couramment que le changement des postures professionnelles n'est pas assez important et qu'elles sont pas assez orientées rétablissement, etc., etc. Il y a un certain nombre de critiques. Ce que je voudrais souligner, c'est que les critiques, elles ne portent pas sur le rétablissement. Elles ne portent jamais sur le fait qu'il est possible d'aller mieux et voire même de s'en sortir. Les critiques, elles concernent la mise en œuvre et les conséquences au niveau politique, au niveau institutionnel, au niveau des pratiques professionnelles de soins et d'accompagnement social, au niveau des normes et des attentes qui parfois en découlent, etc., etc. Mais les critiques ne portent pas sur le fait qu'il est possible d'aller mieux et donc éventuellement même de s'en sortir.